Alors, nous allons nous diriger vers le Blavet. On va rester dans une commune qui se trouve en bord de Blavet. Il s'agit de Kistinik. Et justement, eh ben, une forme ancienne de ce nom de commune était Kistinik-Blavet. Justement pour bien la situer, pour la situer précisément par rapport à la rivière. Alors, Kistinik, c'est exactement la forme ancienne, la plus ancienne qu'on ait retrouvée, qui date du XIIe siècle, exactement comme la forme administrative actuelle. Donc, Kistinik, donc prononcé avec ik à la fin, alors qu'en breton, il y a une petite différence, parce qu'on prononce ce nom Kistinit. Donc, le son it à la fin, non pas ik. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu une substitution de suffixe. Alors, ça veut dire que le suffixe ik, qui existait auparavant, a été remplacé par le suffixe it, qui est celui qu'on emploie actuellement en breton. Et pour preuve, on a le nom des habitants de cette commune qui se dit en breton Kistinidis. Et c'était le nom, par exemple, d'un groupe de musique des années 70, hein, Kistinidis. Voilà, donc, alors que signifie ce nom? Il semblerait que ce soit tout simplement un toponyme descriptif, donc qui décrit l'environnement. Alors, que ce soit avec le suffixe ik ou bien le suffixe it d'ailleurs. Donc il est formé à partir du mot kistin. Kistin, ce sont les châtaignes, les châtaigniers. Et donc si on rajoute le suffixe ik, désignant un endroit où, enfin un lieu où poussent ces plantes, normalement le suffixe est ek, mais donc avec le phénomène donc de comment dirais-je, contamination vocalique, hein, l'influence des i qu'il y a déjà dans le mot kistin, donc cette présence des i dans le radical de ce nom de commune a fini par transformer le ek final en ik. Donc on a la forme kistinik. Ça c'est un phénomène assez courant, hein, en breton. L'influence des voyelles les unes sur les autres. Voilà, donc kistinik peut tout simplement s'expliquer par kistin plus ek, et donc qui évolue en kistin plus ik. Voilà, ça c'est pour le premier suffixe. Et le deuxième, it. Alors, it, c'est un autre suffixe possible qu'on peut rajouter à un nom de plante, par exemple, et qui indique que dans ce lieu pousse la plante en question. Donc, on reprend kistin, on rajoute le suffixe it, et puis là, on retrouve la forme en breton contemporain, dont dérive le nom des habitants, Kistinidis. Donc, dans un cas kistinik comme dans l'autre, kistinit, on a en fait l'équivalent d'un endroit donc planté de châtaignes. Ça, c'est l'explication sans doute la plus recevable, hein, en tout cas en cohérence avec les lois de la phonétique du breton. Alors pour désigner un lieu où pousse un certain type de plante, on a différents suffixes. On a le suffixe ek, c'est le plus courant. Là, on le retrouve par exemple sous la forme ik, et on le retrouve également sous la forme ak, comme dans Karnak. Karnak, c'est le lieu où on trouve Carne, c'est-à-dire des tas de pierres. Effectivement, ça se vérifie. Hein, à Karnak, ça c'est un premier suffixe. Donc c'est un suffixe commun en fait, hein, qui a évolué soit en ik, soit en ek, soit en ak, mais le plus souvent quand même en breton en ek. Un deuxième suffixe possible, c'est le suffixe ouet, qu'on écrit actuellement en breton moderne OED, qu'on retrouve dans fawet, par exemple. Donc fawet, là où on trouve des arbres qu'on appelle faw en breton, c'est-à-dire des hêtres. Donc fawet, une hêtraie. Et un petit bois de hêtre se dit tout simplement fawedik. Et c'est le nom donc du quartier, donc du centre-ville de Lorient. Ce suffixe peut également se retrouver sous la forme it qu'on a dans kistinit. Alors it, il semblerait que ce soit la réduction du suffixe wet. Je vais prendre un autre exemple. Skawet, c'est l'endroit où pousse skaw, le sureau. Donc skawet, c'est l'endroit où on peut trouver du sureau, des plantes sureau. Et ce suffixe peut parfois évoluer en it, et ça va donner skiwit. Et skiwit, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans un village, hein, à Guidel, qui s'appelle Skiwidan. Donc c'est le petit skiwit. Donc là on a le it, il semblerait que ce soit le it d'origine, enfin le it avec un i, hein, d'origine, qui a influencé le a de scow pour le transformer en i. Donc on a la forme skawet d'un côté, où il n'y a pas de i, parce qu'il n'y a pas de i dans wet, et de l'autre côté, on a skiwit, parce que le i, qui se trouve dans le suffixe it, a influencé le a de scow.
Voilà. Donc à chaque fois qu'on voit ces terminaisons, hein, donc it ou wet ou ek, on est à peu près certain d'avoir affaire à un lieu donc caractérisé par ce qu'on y trouve. Alors, en général, ce sont des plantes. Hein. Donc dans ce cas-là, kistinik ou kistinite, qu'on pourrait comprendre comme une châtaigneraie, par exemple. Donc un endroit où on trouve les châtaignes, hein, kistin en breton. Alors châtaigne ou châtaignier, voilà. Donc kistinite, le nom en breton actuellement. Alors continuons notre promenade au travers des communes de la région de Lorient. On va se diriger cette fois vers une commune dont le nom finit par ic aussi, donc un suffixe très, très connu en breton. Alors il s'agit de Languidic. Alors que dire au sujet de Languidic? Déjà que c'est la première commune du Morbihan actuellement hein, en termes de superficie. Hein. Elle fait de l'ordre de 109 km², je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est la plus grande du Morbihan en tout cas. Et là, on a l'exemple d'une commune, c'est-à-dire ancienne paroisse, hein, commençant par le préfixe lan, donc très, très connu en Bretagne. On a vu l'exemple de Lanvaudan, par exemple. Alors, ce lan, comme j'ai déjà expliqué, désigne donc un ermitage, une église, hein, et suivi d'un nom de personnage religieux, donc devenu saint hein, par tradition populaire. Alors, en l'occurrence, le saint en question est un certain Kintik hein, ou Kidik. Alors, c'est un prénom effectivement attesté. Donc, c'est l'ermitage, hein, lan, d'un certain Kindik ou Kedik, hein, il y a différentes formes écrites, hein, un petit peu en contradiction l'une avec l'autre parce que Kintik, hein, ce n'est pas la même chose que Kedik, pas exactement. Alors, est-ce que ce prénom est attesté ailleurs? Oui, il existe par exemple un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Kédic, par exemple à Plouay. Donc, c'est effectivement un prénom attesté. Donc, l'explication la plus raisonnable, c'est tout simplement l'ermitage d'un saint Kédic. Alors, à noter quand même que la prononciation breton, c'est Languedoc. Hein, donc, pas toujours très facile pour des apprenants hein, en breton, tout simplement parce qu'on on a un G le son G hein, devant un I ou un E qui va se prononcer Dieu, et puis le hic final hein, qui se prononce Uch hein, en vente, d'où cette prononciation Languedoc. Voilà, donc ça peut faire l'occasion d'un virlangue, un excellent virlangue. Donc Languidic, hein, commune la plus grande du Morbihan, donc avec le prénom Kédic, hein, très vraisemblablement Kédic, ou Kédic derrière. Voilà, donc Languedoc. Alors, à côté de la commune de Languidic, ou Languedoc en breton, se trouve Brandérion. Alors ce nom reste assez énigmatique. D'une part, parce qu'on n'arrive pas à déceler les éléments qui le composent, et d'autre part, parce que sa prononciation en breton peut être Prédérion. C'est-à-dire qu'on a un nom administratif qui commence par Bran, hein, BR, alors que une des prononciations possibles en breton, localement, est Prédérion, c'est-à-dire un nom commençant par PR. Alors comment expliquer le passage de l'un à l'autre? On l'explique par une remotivation, c'est-à-dire que le nom n'étant plus compris, il a été compris d'une autre façon. Il a été réinterprété, on a créé une autre signification à ce nom. Alors, de quoi est-il composé? Peut-être d'un préfixe, le préfixe bre ou bran, qui désigne une hauteur. Donc c'est tout à fait possible. Hein. Le bourg est situé en hauteur, par exemple. Le bourg de cette commune est situé en hauteur, donc Brandérion. Et Dérion pourrait être un nom de personne, par exemple. Alors, à noter que la forme administrative hein, est en Erion, donc Brandérion. Il existe une variante Brandérion, lorsqu'on va dans le Bas-Ventais, donc plus du côté du Pays pour l'Être. C'est peut-être un nom de village, par exemple. Et il existe également en centre Finistère une variante Brandérion. Alors, est-ce qu'il s'agit du même nom avec à chaque fois donc une variante locale dialectale hein, qui aurait été notée, donc Brandérion, donc une forme locale en Eurion, hein, dans le Ventais, au Ventais, une forme locale en Eurian, Brandérian, hein, dans le Pays pour l'Être, donc le Bas-Ventais, et une forme locale en Brandérion, hein, donc Eurion,
qui correspond à une prononciation qu'on trouve plutôt en breton KLT. Alors peut-être s'agit-il du même mot, avec peut-être donc le préfixe grande, donc désignant une hauteur. Mais la prononciation en breton local, Prédérion, bon, incite à y voir peut-être autre chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on peut constater, c'est que les formes écrites les plus anciennes donc, sont quand même en brand, hein, c'est-à-dire que ça aurait l'air de désigner une hauteur. Alors, on va se rapprocher du sud-ouest du Pays de Lorient, on va se rapprocher de la rivière d'Etel. Une commune qui se trouve en bordure, au fond en fait de cette rivière d'Etel, Nostan. Alors Nostan, tel qu'on le prononce selon la forme administrative, et en breton Lochtang. Donc ce qu'on peut remarquer dès le départ, c'est qu'on n'a pas le même son initial. On a N d'un côté, c'est la forme administrative, et L de l'autre en breton, hein, Lochtang. Bon, alors, lorsqu'on demande aux gens, donc connaissant le breton, ce que signifie ce nom, très souvent on avance la réponse suivante. Bah oui, c'est Locht, c'est la queue, l'extrémité, et Stang, l'étang, le vallon. Bien, alors consultons donc maintenant les formes écrites anciennes, et en fait on n'aperçoit jamais le mot Locht, c'est-à-dire la queue, un L-O-S-T, apparaître dans ces formes écrites. On a toujours systématiquement L-A-U, systématiquement, et toujours attaché au mot Stang. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas Locht et plus loin Stang, mais toujours L-A-U et ensuite S-T-E-N-C ou S-T-A-N-C. Donc il faut chercher une autre explication. C'est-à-dire que le mot Locht à cette époque, alors je parle du XIIe siècle, ce sont des formes écrites relativement anciennes quand même, on ne pouvait pas écrire le mot Locht avec AU, ça c'est impossible parce qu'à cette époque il se prononçait bien Lao, hein, Laostang. Voilà la prononciation qu'on devait avoir à l'époque. Alors c'est quoi ce Lao? C'est un mot qui n'est plus utilisé actuellement, sauf dans des expressions figées. Par exemple, alors qui n'est pas employé en vantais, mais qu'on peut entendre ailleurs, évite kellose, par exemple. Ce qui veut dire, ce qui se dirait ici, évite kerbiance, évite kennebutse. Donc kellose, low, en fait c'est un ancien mot qui signifie petit, quelque chose d'insignifiant, de petit. Donc kellose, si petit que ça, ou si peu que ça, hein, comme on dit kennebutse. Donc low, un ancien mot pour désigner donc quelque chose de petit, de réduit, hein, de peu de valeur par exemple. Hein. Laustang, donc ce serait peut-être, alors stang déjà peut vouloir dire un étang ou une vallée, hein, une vallée humide sans doute, hein, dans laquelle pourrait couler un cours d'eau. Donc peut-être donc un vallon de petite taille, un vallon insignifiant ou un petit étang. Voilà ce que pourrait signifier ce terme Laustang. Hein. Donc rien à voir avec l'extrémité, c'est-à-dire la queue d'un étang, parce qu'en breton, on désigne par pen stang et locht stang, donc lochtang et puis pen stang, hein, les deux extrémités d'une retenue d'eau. Mais dans ce cas-là, on a bien lao stang, hein, dans les formes écrites anciennes. Alors il a pu y avoir la réinterprétation en lochtang, la queue d'étang, effectivement, mais ça ne correspond pas en tout cas à l'origine. Donc voilà. Donc Laostang, hein, un vallon ou une retenue d'eau réduite, hein, de petite taille. Donc Lao, très peu employé actuellement en breton, sauf dans des expressions figées. Voilà pour l'explication donc de ce nom de commune, hein, Nostan, Laostang. Alors, dans la région de Lorient, les noms finissant en ac sont quand même très peu représentés. Alors, il y a quand même un exemple de commune, il s'agit de Kervignac. Kervignac, qui localement se prononce Tchervignac, hein, on peut dire Kervignac ou Tchervignac. Voilà, alors la forme écrite la plus ancienne est assez particulière, on la trouve sous la forme Veniac, donc sans le préfixe devant. Et dans un document en latin, et la forme complète est Veniacam plebem, alors c'est du latin, ce qui signifierait quelque chose comme la paroisse, qu'on pourrait presque traduire par la paroisse vignacoise. C'est-à-dire que là, Veniacem est un adjectif. Donc ça ne veut pas dire la paroisse de Vignac, mais c'est un adjectif
comme si cette paroisse était caractérisée par le fait qu'elle est Veniaka. Alors, comment traduire ce terme? A priori, on pourrait le comprendre comme dans laquelle on pourrait trouver des vignes. Alors, c'est assez bizarre. Alors, les vignes ont-elles existé en Bretagne ici? Peut-être. On sait qu'on a des témoignages indiquant que la vigne poussait par exemple en presqu'île de Ruisse. Donc peut-être y en a-t-il eu jusque dans la région de l'Orient. Ça c'est une hypothèse. Mais ce Veniacam peut signifier aussi qu'il s'agit, que ce sera un adjectif tiré d'un nom de personne, Veniac. Ça peut être une autre hypothèse possible. Donc on peut être assez surpris en fait de ce nom. En fait la forme du nom, le fait qu'on ait une paroisse avec un nom, non pas un nom commun, mais un adjectif. Hein, ce n'est pas courant, ça. Et deuxième chose, c'est un nom en ac, qui sont, donc, comme je l'ai dit, quand même très rares dans le secteur, donc peut-être un nom qui aurait une origine gallo-romaine. Alors en tout cas, cette forme Veniacam plebem, c'est la plus ancienne, elle date du XIIe siècle. Et ensuite, on retrouve ce nom avec le préfixe ker. On trouve par exemple Kervenac, aussi au XIIe siècle. Et un peu plus tard, au XIIIe, c'est Kerveniac. Donc on retrouve là encore le suffixe ker. Alors ker, on se dit, tiens, c'est certainement le ker qu'on trouve dans des milliers de noms de lieux en Bretagne. Oui, mais il s'écrit également Kilviniac, ce nom. Et on me trouve même Kilivignac, et écrit Q-U-I ou Q-U-E-R. Et il arrive très rarement qu'un nom en ker s'écrive avec donc les lettres Q-U-E ou Q-U-I. Et en fait, on aurait fait peut-être un autre préfixe là, qui pourrait être par exemple Kili, qui désigne les bosquets, le bocage. Donc il n'y a rien de sûr pour ce nom. On n'est peut-être pas en présence du préfixe ker. Normalement, le préfixe ker est réservé pour des villages. Donc là, il s'agit d'un habitat dispersé, hein, des exploitations agricoles dispersées sur tout le territoire d'une paroisse ou d'une commune. Hein, donc typique de l'habitat dispersé de la Bretagne, avec plus de 20 000 exemples de noms en ker en Bretagne. Et là, on a un nom en ker pour une commune qui est relativement grande, parce qu'en plus, elle était démembrée. Il y a une partie de Kervignac qui était soustraite pour constituer la commune d'Ennemont. Ça indique qu'elle était très grande, donc il serait étonnant qu'on ait là un nom en ker. Très très étonnant, d'autant plus que la première mention ne contient pas le mot ker. Donc on a peut-être autre chose que ker. C'est pour ça que des fois on le trouve écrit sous la forme kil ou kili. Peut-être du bocage, peut-être ou d'autres choses encore, on ne sait pas. En tout cas, un nom de commune en hac, peut-être un îlot de Langremane, adossé donc à une zone, adossé à un fleuve, une rivière, le Blavet, et peut-être où on trouvera une importante zone forestière. Hein, c'est l'explication qu'on donne souvent pour les noms en hac qui se trouvent en Basse-Bretagne. Très souvent des îlots gallo-romans ou romans, parce que des paroisses où on trouvait, ou des zones, des territoires où on trouvait beaucoup de forêts. Donc, qui auraient peut-être conservé des populations parlant roman un peu plus longtemps. Hein, par rapport au reste du territoire. Voilà, donc c'est un nom qui pose question en tout cas. Et la prononciation actuellement en breton c'est Tchervignac. Hein. Alors Tchervignac, donc ce qu'on peut noter quand même, c'est que le nom des habitants c'est Tchervignagis, hein, avec un G, hein, parce que c'est un nom en hac. Alors, dans l'orthographe administrative c'est AC effectivement, mais ces noms en AC, lorsqu'ils se disent en breton, en fait, on les donne un dérivé en agis, hein, pour désigner le nom des habitants. C'est le cas de Carnac, Carnagis, hein, les habitants de Carnac. Donc Carvignac, Carvignagis. Et c'est vrai pour les suffixes en ec. Alors je vais donner juste un exemple. Riantec, Riantegis. Même si ec, Riantec s'écrit EEC dans la forme administrative, dans l'orthographe moderne du breton, on l'écrit EG. Pareil pour Kervignac, AG, et c'est parce que ça se prononce Agis pour les noms des habitants au pluriel. Donc voilà, point d'interrogation encore pour Kervignac, peut-être un rapport avec
la vigne. Mais bon, Carvignac est quand même plus connu pour le cidre que pour le vin. Donc, point d'interrogation pour l'instant. Alors, faisons une petite halte maintenant à Merlevenez. Donc, Brelevenez, hein, ou Brelevenez, hein, en breton, tel qu'on le prononce localement. Alors, ce terme existe sous cette forme, Brelevenez, déjà depuis le XIVe siècle. Alors, la commune est connue pour son église romane, hein, construite par les Templiers. Alors, il y a certainement un lien entre ces Templiers et puis le nom de la commune, parce que l'explication qu'on donne, en tout cas, et qui est tout à fait cohérente, c'est que le nom serait constitué de Bré, donc qui désigne une hauteur, une colline, et Levené qui désigne la joie, hein, donc un sentiment. Et effectivement, un des cris de bataille, hein, utilisé par les Templiers est effectivement Montjoie. Et c'est un terme qu'on retrouve en toponymie, hein, de langue française, donc en dehors de la Bretagne, Montjoie. Il y en a quelques-uns en Bretagne d'ailleurs aussi, dans l'Est. Donc, un repère, quoi, tout simplement. Un repère rappelant l'existence des Templiers, donc Bré-Lévené, donc correspondant à Montjoie. Alors, l'explication du toponyme Montjoie en français, c'est autre chose, hein. Ce n'est pas forcément lié là au sentiment de joie. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, transféré en breton, il a été compris comme le mont de la joie, c'est-à-dire le mont du bonheur. Donc, Bré-Lévené. Alors que l'explication pour ce toponyme ailleurs peut être complètement différente. On a pensé à une explication par du latin Mons Jovis, qui voudrait dire le mont de Jupiter, en fait. Donc, d'anciennes auteurs, en fait, consacrées à un dieu, hein, donc qui n'a du coup rien à voir avec la religion chrétienne. Mais en tout cas, cette expression Montjoie, transférée en breton, a donné Bré-Lévené. D'où la prononciation locale, donc Brelevené. Alors il existe un autre Brelevené, Brelevené, en Bretagne, c'est dans le Trégor, il se trouve à Lannion. Et là, effectivement, on a là aussi, sur une hauteur, on a une chapelle en lien aussi avec les Templiers. Donc voilà pour ce Brelevené. Alors, la forme administrative commence par un M, Merlevenez. Alors, il y a eu une interprétation populaire, hein, de ce nom, Merlevenez, fille de joie. Mais bon, je pense pas que ce soit la bonne. Et on va s'en tenir à Bré-Lévené. Et effectivement, en breton, on prononce bien Brelevené. Donc c'est bien avec un B qu'on prononce ce nom. Voilà pour cette commune, donc connue pour sa chapelle romane datant des Templiers. Donc restons toujours dans le pays de l'Orient, on se rapproche du bord de mer. On se dirige maintenant vers Plouhinec, donc grande commune, hein, donc ancienne grande paroisse, parce que d'après les études qui ont été faites, entre autres par Erwan Valéry par exemple, il a estimé que dans cette ancienne paroisse de Plouhinec, en fait, s'étendait depuis la rivière d'Etel jusqu'à la rade de l'Orient, c'est-à-dire que des communes comme Locmiquélic, Port-Louis, Riantec, en faisaient partie auparavant. Donc une grande paroisse, hein, en plou, donc typique des création des dénominations en tout cas de paroisses vers le 5e siècle. Donc Plouhinec, alors un nom en plou, c'est le préfixe, hein, préfixe très connu. Et ensuite on a un élément qui est relativement dur à déceler derrière la forme prononcé en breton actuellement, ou même selon la forme administrative. Hein. Plouhinec, hein, c'est la forme administrative, donc prononciation en français, et Pléinec, hein, en breton. Alors il faut se référer à ce qu'on peut trouver écrit dès le 6e siècle. Hein, c'est la forme écrite la plus ancienne dont on dispose, qu'on retrouve dans un document en latin. Donc on a plebs devant, donc c'est le mot latin, hein, correspondant à plouer, et derrière on a Ithinec. Alors, un son pas facile à prononcer, c'est le son th qui s'écrivait à l'époque th. Donc 6e siècle, hein, je le répète. Et à partir du 11e siècle, on a la forme Plouhinec, déjà. Donc on a une évolution, hein, entre ces deux termes. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En fait, le son th, qui s'écrivait à l'époque th,
a évolué en H, tout simplement, en simple H, en fait en pays vantais. Ce son s'est maintenu plus facilement on va dire dans la zone nord-ouest de la Bretagne, où ce son s'est maintenu sous la forme Z. Alors je vais prendre un exemple tout simple. Si je prends le mot pour dire vieux, donc ici on va le prononcer court, et puis si on passe donc en Cornouailles ou en Léon ou en Trégor, on va le prononcer course. Hein. Il s'agit en fait de deux évolutions divergentes à partir d'un même son, d'une même forme qui était Coth, donc un ancien TH. Alors dans ce nom de Plouhinec, on a eu ce type d'évolution, et comme on est ici en Pays Vantais, donc ce TH a donné un H tout simplement. Donc il ne reste plus que Ploué et Inec. Mais comme on a une suite de voyelles, donc Ploué et I, tout ça, ça se réduit et ça donne Pléinec. Donc pas facile de retrouver cette ancienne forme écrite par la prononciation, qui est une prononciation quand même abrégée par rapport à la forme d'origine. Donc dans ce nom Plouhinec, on a le préfixe Ploué, donc une paroisse, un préfixe qu'on a déjà vu, suivi du nom Ethinec. Alors il est constitué du suffixe ek et d'un mot ethin qu'on trouve juste devant, qui désignait une plante. Alors ce mot n'est plus utilisé. À la place maintenant on dit lan, il s'agit de l'ajon. Donc ethin, ça désigne effectivement une plante épineuse, une plante piquante. Et c'est ça la signification exacte de ce mot ethin. Donc ethinec à cette époque désignait donc l'endroit où pousse la plante appelée ethin. Actuellement on dirait tout simplement une lande, lan. On peut dire également éventuellement en breton lanec, l'endroit où pousse l'âne, l'ajon. Donc le terme a évolué, donc a priori peut-être la paroisse de la lande, du landier, caractérisée donc par cette plante. Alors c'est une hypothèse. Il se trouve que Ethinec a pu vouloir dire effectivement désigner cette formation végétale. Ça peut-être le nom d'une personne, parce qu'en général les noms en plou sont quand même suivis d'un nom de personne. Donc comment interpréter ce nom? Quelqu'un, je ne sais pas, qui peut avoir le caractère piquant, par exemple. Donc là, on devine ce que signifie le mot Ethinec, mais on ne sait pas pourquoi il a été choisi, pourquoi il a été donc sélectionné, je dirais, pour désigner cette paroisse. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la lande, donc une formation végétale, ou est-ce que c'est un rapport avec un personnage qui portait ce surnom? Ça peut être une autre hypothèse qui est tout aussi valable. Voilà, donc en tout cas il y a deux Plouhinec en Bretagne, un ici en Pays Vantais, donc Morbihan, et l'autre dans le Finistère, donc en Cornouailles, et les deux semblent avoir la même origine, c'est-à-dire le même nom de base, Ethinec, et les deux ont évolué de la même façon. Donc le nom en breton actuellement c'est Pléinec. Alors restons en bord de mer, toujours dans le sud-ouest du pays de Lorient, donc nos pas cette fois vont nous mener à Lochmiquélic, donc une petite commune, un peu plus grande que Port-Louis quand même, donc située juste en bord de mer, en face de Lorient, donc juste au bord de la rade de Lorient, qu'on appelle localement, donc en tout cas du côté rive gauche de la rade de Lorient, Gwehenoriant, c'est le nom qu'on donne à cette rade, de la même façon qu'on dit Gwehenintel pour la rivière d'Etel. Alors, dans le cas de Lochmiquélic, on a encore une fois un nom typiquement breton, commençant par le préfixe Loc. Donc Loc, une création après le 10e, 11e siècle, ce sont des lieux religieux, des lieux dits consacrés à un saint, ce qui suppose la présence d'une église, d'une chapelle, enfin d'un édifice religieux en tout cas. Donc dans ce cas-là, on a Loc plus Miquélic. Alors que signifie cette deuxième partie? Alors là, la solution est relativement facile à trouver parce qu'il existe tout simplement des formes écrites anciennes. Il s'agit en fait du prénom Michael, un prénom qui existe toujours en breton. Donc Loc Michael, c'est le lieu-dit consacré à Saint Michel. Et effectivement, le patron de cette paroisse de Lochmiquélic est effectivement Saint Michel. Alors pourquoi le suffixe ic à la fin? Tout simplement pour dire que c'est le petit Lochmiquel, par rapport à d'autres Lochmiquel du secteur qui avaient une plus grande importance, du moins dans l'histoire de la région. Alors en l'occurrence, il s'agissait de Lochmiquel qu'on avait sur l'île Saint-Michel,
hein, qui portait elle aussi un nom en liaison avec Michel. Donc l'île Saint-Michel, en plein milieu de la rade de l'Orient, qui a porté auparavant le nom de Tanwithen, qui a changé de nom depuis qu'un prieuré s'est installé sur l'île, un prieuré donc dédié à Saint-Michel, justement, qui lui-même dépendait d'un autre Loch-Michel. Alors par exemple, on peut citer un Loch-Michel qui se trouvait à Guidel, qui s'appelle Loch-Michel-Mahanet, qui, dans les textes en français, se traduisait par Saint-Michel des montagnes. Donc là, on a toute une série de Loch-Michel, et pour distinguer le dernier né de la série, on l'a appelé Loch-Michelic. Donc le petit Loch-Michel, en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lieu-dit consacré à Saint-Michel? Ils sont systématiquement construits sur une hauteur. Ce n'est pas par hasard qu'on a le mont Saint-Michel avec donc l'église Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, qu'on a le mont Saint-Michel de Brasparts, donc sur les hauteurs des monts d'Arrée. Donc on a systématiquement cette situation en hauteur. On l'explique par la reprise d'anciens lieux de culte pré-chrétiens, certainement. Hein, ça, c'est l'explication qu'on donne en général. Et puis, à partir d'un modèle qui existait également en Italie, donc sur le mont Saint-Michel de Gargano, hein, en Italie. Voilà, donc c'est un culte qui a essaimé dans la chrétienté, en fait. Et c'est pour ça que ces lieux de culte en Saint-Michel datent d'après le 10e, 10e, 11e siècle. Hein. Voilà. Donc Loch-Michel, le lieu-dit consacré à Saint-Michel, Loch-Michelic, le petit lieu-dit consacré à ce Saint-Michel. Donc à noter que le préfixe se prononce lou, hein. On dit bien lou, on ne dit pas loc en breton, mais bien lou, Loch-Michel, ce qui montre bien que le O est long, pouvant être prononcé lou, donc lo ou lou, ce qui prouve que la consonne dans ce préfixe est bien un G, le son G, hein, lou, sinon on ne le prononcerait pas de cette façon. Voilà pour Loch-Michelic. Alors passons à une commune limitrophe, il s'agit de Riantec. Alors il faut savoir que Loch-Michelic a dépendu auparavant de Riantec. Hein. C'est une commune qui a été créée au début du XXe siècle à partir de la commune de Riantec. Alors Riantec, qu'est-ce qu'on peut en dire? Un nom, alors sans préfixe, là non plus, comme d'autres exemples qu'on a vus dans la région de l'Orient. On peut remarquer qu'il y a un lien, il y a peut-être un lien de parenté entre le nom de la commune, Riantec, et puis le nom de la rivière, du ruisseau principal, qui s'appelle le Riant. Hein, Riant, R-I-A-N-T. Peut-être y a-t-il un lien entre les deux. C'est une possibilité qui a été émise par des linguistes qui ont étudié la question, et en particulier Alan Joseph Rode. Hein. Alors, il a même établi un lien, lui, entre le fait qu'on ait le Riant, le fait qu'on ait Riantec, et le fait qu'on ait la sainte à laquelle l'Église paroissiale est consacrée, Sainte Radegonde. Alors, d'abord expliquons Riantec. Il semble qu'on retrouve dans ces noms la racine riant, qui provient d'une ancienne racine en langue celtique qui était rigant. C'est un ancien terme celtique qui peut désigner la royauté, la reine, le roi. Donc on a cette racine ric, donc qui a donné ri, hein, à une partie de noms communs, de noms propres qu'on peut trouver facilement dans les noms médiévaux en breton, et le dérivé en est rigant. Donc c'est quelque chose en rapport avec le roi, la royauté. Alors, ce rigant, qu'est-ce qu'il a donné en breton? Donc, il a donné le nom de famille Riant. Il a donné également un des pluriels possibles pour désigner les rois, parce qu'on dit Rouennais, et en fait on sait que ce mot Rouennais désigne d'un ancien Riant, là aussi. Il a donné également le mot Rouanteler, qui désigne le royaume, et ce Rouant qu'on trouve dans Rouanteler provient d'un ancien Rigant. Donc il n'est pas impossible qu'on ait là un prénom, tout simplement, formé sur la racine Riant, donc provenant lui-même de Rigant. Hein. C'était la forme écrite ancienne, attestée, mais vraiment dès l'Antiquité. Alors ce mot Rigant, qui est également attesté depuis l'Antiquité, se retrouve dans le mot Rigantona.
c'est un ancien nom de déesse celtique, hein, de religion druidique, de religion celtique. Donc Rigantona, donc c'était une déesse, c'est-à-dire une entité féminine. Donc si on enlève la suffixe, la finale A, hein, qui indique le féminin, on se trouve avec Rianton. Riganton, la forme ancienne, Rianton, ce serait la forme moderne, Rouanton, éventuellement, la forme moderne. Et en tout cas, on constate que ça ressemble étrangement à Radegonde, qui est la sainte donc honorée dans l'église paroissiale. Alors ça, ces liaisons, ces relations entre ces noms ont été mises en évidence donc par Alain de Joseph Rode. Et effectivement, c'est quelque chose qui tient la route d'un point de vue, disons, d'une explication historique pour comprendre pourquoi donc existe ce lien entre Riantec et puis Sainte-Radegonde qui, d'après la légende officielle telle qu'elle est retenue dans la version officielle hein, de l'Église catholique, n'a strictement rien à voir avec Riantec. Par contre, si on se dit qu'il y a eu une espèce de ressemblance entre deux noms, donc Rianton, en liaison avec Riantec et Riante, et puis le mot Radegonde, qui ressemble étrangement à Rianton, là on peut comprendre pourquoi le culte de Sainte Radegonde s'est installé à Riantec. Donc ça c'est une piste qui serait intéressante à creuser, et on découvrait certainement des liens très anciens, peut-être découvrira-t-on un jour un lieu de culte, ou des ultimes restes de culte pré-chrétien donc, hein, sur cette commune de Riantec. Mais en tout cas, l'hypothèse se tient linguistiquement parlant. Et en fait, ce genre d'hypothèse est également confirmé par d'autres exemples, hein, ce qu'on appelle un syncrétisme religieux. Alors, syncrétisme religieux, ça veut dire que, en fait, il y a une synthèse qui s'est opérée entre deux religions différentes. Et qui aboutit donc à des histoires, disons, autour de la nouvelle religion, donc en l'occurrence la religion chrétienne, donc nouvelles histoires provenant en fait de la religion qui était en place avant. Voilà, donc un exemple hein, de relation entre ces mots, Riante, Riantec et puis Rianton, déformé en fait en Radegonde. Jusqu'à maintenant, on était resté au bord de la rade de l'Orient, Gouahen-Orient. On est passé donc du côté de Morbihan-Gavre, hein, la petite mer de Gavre, donc un Morbihan, un autre, hein, en plus de celui de Vannes, c'est-à-dire Morbihan-du-Net, qu'on appelle maintenant le golfe du Morbihan, mais son nom d'origine est bien Morbihan-du-Net, la petite mer de Vannes. Donc on reste dans le secteur entre Riantec et Gavre, donc de l'autre côté cette fois de Morbihan-Gavre, on arrive dans justement cette commune qui s'appelle Gavre. Alors, Gavre, une forme écrite ancienne qui date du XVe siècle, qui à l'époque se prononçait déjà Gavre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce mot est précédé de l'article, le Gavre. Donc ça semble désigner, c'est un nom commun. Donc ça semble désigner peut-être un élément du paysage. Alors, lequel serait-il? En fait, il faut comparer à ce qui existe justement dans Morbihan-du-Net, hein, la petite mer de Vannes, donc le golfe, cette fois, maintenant. Il y a une île qui s'appelle Gavrinis. Et on a également, sur Prissy-le-Crozon, une pointe de la Chèvre. Et alors, il faut savoir que Chèvre en breton se dit Gavre. Mais dans le cas de Gavre, près de Port-Louis, dans le cas de Gavrinis, on voit mal le rapport, et même dans celui de la Prissy-le-Crozon, pourquoi Gavre? Pourquoi un nom d'animal? Et ce sont des lieux qui se caractérisent, ils ont tous une caractéristique commune, ils sont à proximité d'une zone de courant de marée fort. Voilà, Gavrinis, on est juste à proximité du courant qu'on appelle le courant de la Jument. C'est un des courants les plus forts donc du golfe du Morbihan, de Morbihan-du-Net. À Gavre, donc entre Port-Louis et Gavre, on a effectivement une espèce de détroit. Hein. La petite mer de Gavre donc, se remplit lors de la marée haute, elle se vide pratiquement entièrement à la marée basse. Et donc il y a de très forts courants. Et on pense en fait que ce mot Gavre désigne tout simplement un courant de marée. Ce serait un ancien terme celtique qui aurait donc cette signification. Donc une zone de courant fort. Et puis si on se projette vers la presqu'île de Crozon, effectivement, les pointes de Crozon, donc c'est à proximité de courants de marée qui sont également forts, parce que c'est une baie qui se vide. Donc là, il y a une explication qui est très plausible. On aurait là un terme descriptif, un terme en fait marin,
hein, désignant là, un courant fort. Donc, dans ce détroit entre Port-Louis, Gavre, et donc entre Locmalo précisément, hein, qui d'ailleurs en breton se dit Lumalo, encore un nom en loc, mais qui donc dans la première syllabe se prononce lou, Lumalo, et puis Gavre. Et cette partie de Gavre porte même précisément le nom de Bangave. Alors Ban, c'est un mot qu'on trouve dans Bénodet, ou qu'on trouve dans Banachter, et ça désigne une embouchure. Donc c'est un nom qui décrit vraiment le lieu. Donc c'est l'embouchure de la presqu'île de Gavre, hein, Bangave, Gavre désignant lui-même un secours en fort entre Port-Louis et puis la presqu'île. Donc voilà en fait un nom qui décrit un phénomène physique tout simplement, ce courant marin donc assez fort, qui est très fort justement pendant toutes les marées, et donc forcément qui se calme à l'étal de basse mer ou l'étal de haute mer, hein, évidemment. On va finir donc notre promenade dans la région de l'Orient par une île, l'île de Groix. Donc la forme la plus ancienne écrite, c'est Groé, qui date de 1037. Hein, on est en plein Moyen-Âge. Groé, ça correspond exactement à la prononciation qu'on a actuellement en breton. Hein, on dit effectivement Groé ou Ennis, Groé. Alors, il faut noter au passage que sur l'île de Groix elle-même, on prononce Groaille. Alors, sur cette île, ils ont une particularité phonétique, c'est que ce qui correspond à E sur la côte se prononce aïe sur l'île de Groix. Alors je vais donner d'autres exemples. Le mot pour dire année, hein, an, se prononcera blaye. Donc sur la côte, on va dire blé, et à Groix, ce sera blaye. Pour dire azé, c'est-à-dire là, à Groix, on va le prononcer azaï. Donc voilà, c'est une prononciation, c'est un diphtongue typique hein, de l'île de Groix. Donc, lorsqu'on dit Groix ici, sur la côte, on va dire Groaille sur l'île elle-même. Voilà, donc ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, on peut remarquer que dans la forme administrative, il y a un X. OIX. Alors, le X est un peu fantaisiste là, parce qu'on a cru y déceler l'influence du mot croix. Hein, donc il y a l'adage hein, qui voit Groix ou sa croix. Bon, c'est pas si vrai que ça. En tout cas, en breton, il n'y a pas du tout d'histoire de croix, parce que croix en breton, localement, on va se dire croix, hein, avec un K. En plus, on va dire Groix, c'est vrai, mais on dira croix. Et on prononce la dernière consonne, le Z. Alors que dans le nom de l'île de Groix, absolument pas. C'est bien Groé qu'on a, ou bien Groaille. Voilà, donc rien à voir avec une croix, même si on trouve ce X hein, dans la forme administrative du nom. Alors pour finir, que veut dire ce mot? On ne sait pas, parce qu'on n'arrive pas à déceler la racine qu'il y a dans le mot Groé. Alors des hypothèses ont quand même été avancées. On a avancé donc un mot construit sur le mot grou, gros, grau, qui désigne des galets, qui désigne du gravier. Alors effectivement, en breton, on peut dire groan. Lorsqu'on dit groan, on veut dire en fait du gravier. Hein, ça, c'est un mot qui existe actuellement en breton. Groan ou grian, hein, ça c'est la façon dont on le prononce. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Alors, où seraient ces galets, où seraient ces graviers? Bon, on ne sait pas où sur l'île. Alors l'île de Groix est quand même connue pour ses richesses géologiques. Peut-être un nom en rapport avec les cailloux, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, les formes écrites ne sont pas suffisamment anciennes pour donner une explication définitive. Alors il faut savoir en plus que les noms des îles sont très très anciens. Ce sont des éléments du paysage très anciens qui ont été dénommés depuis des temps immémoriaux. On peut même, sans se tromper, on peut même dire des milliers d'années. Hein, c'est le cas par exemple également de l'île d'Ouessant, l'île d'Ouat, l'île de Hédic, des noms qui existent depuis très très longtemps, qui semblent quand même de langue celtique, hein, mais très très anciens, et ce sont parmi les noms les plus anciens qu'on trouve avec les noms donc de montagnes et les noms de rivières. Voilà les trois entités du paysage qui sont des entités remarquables hein, dans un paysage, et c'est eux également qui portent les noms les plus anciens parce que ce sont des éléments permanents en fait hein, dans le paysage, donc dénommés depuis longtemps. Alors on a pensé également à un nom scandinave avec le suffixe ei dedans.
parce que alors, on sait que des Vikings se sont installés sur l'île de Groix. On a retrouvé donc une tombe viking dans un bateau qui avait été fouillée donc par les archéologues au début du XXe siècle. Et certains pensaient que le nom dériverait de Groey, Groey, alors qui correspond un peu à la prononciation locale de Groix par les Groisillons. Mais j'ai expliqué qu'en fait, ce aïe là correspond au au de la côte, donc Groé, Groaille. Alors pourquoi ce aïe? Parce que c'est le aïe qu'on retrouve dans Jersey, dans Guernesey, Alderney, qu'on retrouve également dans d'autres noms d'îles, et c'est un petit mot en fait d'origine scandinave qui veut dire île. Alors pourquoi pas, mais le nom quand même paraît beaucoup plus ancien que ça. Et comme je disais, c'est un nom d'île, donc un nom très très ancien. Il a pu être à un moment donné interprété peut-être par des Scandinaves comme si on y avait le suffixe ei, mais bon, c'est une explication qui ne résiste pas à l'analyse parce que la prononciation groix correspond à celle de Groé sur le continent, donc c'est certainement autre chose. Donc pour l'instant une explication pour l'instant inconnue. Voilà. Alors concernant le nom des habitants, on les appelle Groyis. C'est le nom qu'on peut donner à ceux qui habitent Groix. Alors en français, on dit des Groisillons. Alors peut-être qu'on a là un ancien pluriel. Peut-être qu'on aurait en fait un ancien singulier qui aurait été Groyis, donc pluriel Groision, qui se serait déformé en Groisillon, en français. Normalement, les noms des habitants se finissent en is, au pluriel. Donc on pourrait dire Groyat, ce serait un habitant de Groix, Groyis, les habitants de Groix. De la même façon qu'on dit Riantegis, les habitants de Riantec, Plénégis, les habitants de Plouinec, Orientis, les habitants de Lorient. Donc on a certainement un croisement là entre différents suffixes indiquant le nom des habitants. Donc soit l'ensemble at is, soit l'ensemble is, ision. Alors des pluriels en ision, on peut retrouver par exemple dans bourris, bourrision, qui désigne les habitants d'un bourg, qui désigne plus précisément les bourgeois. Voilà. Alors que pour désigner les habitants d'un bourg, on va dire bourris, les habitants du bourg. Donc en fait il y a une confusion sans doute de suffixes dans les dénominations des noms d'habitants. En tout cas, ce sont des mots formés sur Groé, ça c'est certain. Alors, juste pour finir, un surnom des habitants de Groix, on emploie des fois le mot grec. Alors, le mot grec, c'est un surnom qui est très récent, qui doit certainement dater de l'époque où les gens commençaient à ne plus parler breton, et puis... Donc, sans doute une réinterprétation. Alors, on a entendu plusieurs explications sur ça. Une des explications qui aurait un rapport avec la langue bretonne, c'est que ce sont ces gens de Groix parlent greyec, c'est-à-dire la variété de breton typique de Groix. Donc, ça aurait pu éventuellement donner grec. Mais en tout cas, ce mot ne semble pas attesté en breton. Il semblerait que ce soit plutôt un surnom qui a été donné par des francophones, par des gens ne parlant pas breton en tout cas. Mais bon, c'est juste vraiment pour l'anecdote. Ce qu'il faut retenir pour l'île de Groix, c'est qu'en breton, elle s'appelle Ennisgroé. Si on prend la prononciation de Groix, on dirait donc Ennisgroaille. Et puis les habitants donc s'appellent Groyis.